Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Dialogue littéraire. Ce mois-ci, ce seront 3 romans qui vous seront présentés. Le dernier du célèbre auteur Tahar Ben Jelloun et le premier de Jérôme Ménez-Vriade. Mais pour commencer, c'est le romancier Mathias Sénard qui nous présente son dernier roman, Rue des voleurs. Mathias Sénard est passionné par la culture arabo-musulmane depuis de nombreuses années. Il a appris à parler le persan et l'arabe et a effectué de nombreux séjours au Moyen-Orient. Alors forcément, ses romans sont empreints de cette culture. On peut ainsi citer les romans Remonter l'Orénoque, Zone, un roman de 500 pages qui ne contient qu'une seule phrase, et enfin Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants, qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2010. Mathias Sénard, bonjour et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Rue des voleurs, un livre paru aux éditions Actes Sud en août dernier. C'est un roman qui narre le parcours d'un jeune Tangérois, Lakhdar, qui, après avoir fauté avec sa cousine, va se retrouver chassé de chez lui. Alors il va se retrouver en exil à l'heure du printemps arabe et de la crise économique européenne et tenter de se construire en ces temps assez tourmentés. Alors printemps arabe, crise économique européenne, Rue des voleurs est un roman très actuel. Pourquoi ce choix d'écrire sur cette période si proche de nous ? En fait, l'idée, c'était pas tellement d'écrire un roman sur l'actualité d'une toile de fond. Et finalement, je voulais décaler un peu le livre par rapport aux événements. C'est-à-dire montrer que, contrairement au journalisme, la fiction peut d'autres choses en se centrant sur le destin individuel. C'est juste que la littérature, la fiction, fabrique des événements d'une façon différente, en les voyant justement à travers les yeux d'un personnage, une langue qui est autre que celle qu'on a l'habitude d'entendre d'habitude. Alors le roman commence à Tanger, une ville à la lisière du monde arabe et du monde européen, mais également une ville excentrée par rapport aux événements du printemps arabe. On est à l'heure du printemps arabe, mais pas au cœur des événements. Pourquoi ce choix d'un décalage géographique ? Bien sûr, la position de Tanger, au point de départ, c'était vraiment choisir un endroit qui soit une frontière entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est l'extrémité ouest du monde arabe, c'est aussi son extrémité nord, on est tout près de l'Europe. Et même sur le plan littéraire, Tanger, il y a aussi un aspect mythique, c'est-à-dire que c'est une ville qui a eu un passé très glorieux, en grande partie pour l'Occident, au moment de la ville internationale, dans les années 50-60. Et bon, on connaît tous ces écrivains qui sont passés par Tanger, Paul Bowles, Burroughs, Jack Kerouac, par exemple. Et tout ça, ça déplace effectivement la fiction. Ça lui donne un angle, en fait, par rapport aux événements qu'on va voir un peu de loin. Le roman dépeint une situation assez noire du monde contemporain. Est-ce qu'il est important, selon vous, de se rendre compte de la gravité des temps ? Et est-ce que ce roman a pour but de nous alerter ou de nous faire réfléchir sur notre présent ? Alors, le livre est un peu écrit sur d'autres livres, notamment beaucoup de romans policiers, de romans noirs, justement. Donc, bien sûr, il fallait quelque chose d'un peu noir là-dedans. C'est un voyage qui a quelque chose de tragique, effectivement. Est-ce que c'est pour alerter sur le monde ? Bien sûr, tous les romans ont un côté politique et très celui-là d'autant plus puisqu'il est extraordinairement contemporain et actuel. Donc bien sûr j'avais conscience de cet aspect politique. Après, est-ce que c'est un message d'alarme ? Je ne sais pas. Donc les temps ne sont pas réjouissants. C'est surtout une façon de donner à voir un peu le monde d'aujourd'hui par un point de vue tout à fait particulier. Lakhdar, le personnage principal et narrateur de ce roman, peut être considéré comme un anti-héros moderne qui va perdre peu à peu toutes ses certitudes. Comment est-ce que vous le présenteriez ? Alors peut-être pas comme un anti-héros, justement, parce qu'il a c'est ni un héros ni un anti-héros. Enfin, si, il a un petit côté héroïque quand même. Disons que c'est quelqu'un qui est... D'abord, il a une culture assez mixte. Il est passionné par la littérature policière, donc. Et puis, il est un peu poussé en avant par le destin, en fait. Et il passe comme ça de station en station, un peu comme quelqu'un traverserait le grand champ de bataille de l'époque en évitant une explosion à droite ou à gauche. Il n'est pas vraiment maître de son destin. C'est quelqu'un qui est vraiment très mixte dans sa construction. Et qui va avancer comme ça, un peu dans cette mixité étrange, un mélange de Jean-Pierre Manchette et du Coran, quoi. Place maintenant à notre rencontre avec l'écrivain et poète marocain Tahar Ben Jelloun.
Ce dernier a étudié la philosophie au Maroc, puis a obtenu un doctorat de psychiatrie sociale à Paris. Mais avant tout, Tahar Benjelloun est un écrivain. Un écrivain qui n'a cessé d'écrire depuis 1968, date où il a publié son premier poème. Aujourd'hui, il est l'auteur de plus d'une quarantaine de romans, de récits et de recueils de poèmes, et il est l'auteur francophone le plus traduit au monde. En 1987, il a même obtenu le prix Goncourt pour son livre La Nuit sacrée. Aujourd'hui, Tahar Benjelloun est venu nous présenter son dernier roman, Le bonheur conjugal. Tahar Benjelloun, bonjour. Bonjour Laurence. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le bonheur conjugal, un livre paru aux éditions Gallimard en août dernier. C'est un roman qui narre l'histoire d'un peintre célèbre, devenu paralytique à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qui considère sa femme comme la responsable de tous ses maux. Alors au cours de sa longue convalescence, l'artiste va décider de prendre la plume pour raconter l'enfer de sa vie conjugale, jusqu'au jour où sa femme découvre ce manuscrit et décide de répondre point par point et sans concession aux accusations de son mari. Alors le bonheur conjugal, il s'agit d'un titre assez ironique au vu de l'enfer conjugal décrit dans ce livre. Est-ce que selon vous, le bonheur conjugal est une illusion? Le bonheur conjugal n'est ni un enfer ni une illusion, c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut exister. Mais il faut le fabriquer, il faut savoir le préparer et le définir. C'est faire un contrat en quelque sorte. On fait un contrat vis-à-vis du législateur, vis-à-vis de la société, mais on oublie le contrat le plus important, c'est vis-à-vis de soi et de l'autre. Et ce contrat, qui peut être verbal, pas écrit forcément, on l'oublie parce qu'on pense que l'amour va résoudre tous les problèmes. Or, l'amour disparaît souvent et après se pose la question de savoir comment on va vivre ensemble, comment faire pour être heureux. Pour être heureux, il faut d'abord savoir ce qu'on veut et comment on le veut et avec qui on le veut. Alors comment présenteriez-vous les deux protagonistes de ce roman, le peintre et sa femme? Le peintre, j'ai voulu choisir quelqu'un d'abord dans le domaine de l'art parce que généralement ce sont des gens centrés sur eux-mêmes, très égocentriques, très égoïstes. Donc il est un peu comme ça. Puis comme il est un peu lâche, il va, au lieu de se poser des questions sur son comportement et sa façon de vivre, et il va tout mettre sur le dos de cette malheureuse jeune femme qu'il a peut-être aimée mais qu'il ne connaît pas très bien. Et elle? Alors elle, je l'adore, je l'aime beaucoup parce que c'est une femme terrible, méchante, mauvaise, qui va lui faire vivre l'enfer, effectivement, parce qu'elle va se venger. Et je dirais qu'elle vengera toutes les femmes humiliées et méprisées par ce genre de personnage. Ils viennent tous les deux de familles et de milieux sociaux très différents et n'ont pas toujours la même vision des choses. Est-ce que le drame principal de leur couple, c'est finalement cet écart dans leur éducation? Non, il y a plusieurs choses qui vont concourir pour faire exposer ce couple, parce que le couple, finalement, n'aurait jamais dû se rencontrer ni se faire, parce qu'ils n'avaient pas les éléments nécessaires pour coïncider et pour aller ensemble. Lui, il a une grosse culture et tout, il pense que la femme doit suivre et non pas... Et elle, évidemment, n'a pas les mêmes références. Et forcément, c'est un gouffre qui va prolonger le malentendu. Terminons à présent cette émission en compagnie du breton d'origine Jérôme Ménez-Vriade, qui vit actuellement entre Paris et Berlin et qui vient de publier son premier roman, Scheffel. Ce livre est un livre très inattendu pour un premier livre qui plonge le lecteur au cœur de la vie très intime d'un jeune homme en mal de vivre, pris dans une spirale autodestructrice. Bonjour Jérôme Ménez-Vriade. Bonjour. Scheffel est votre premier roman et il est paru aux éditions Dialogue. Dans ce journal devenu roman, le narrateur se nomme Jérôme Incrédule Boissière de Pléchalange, un jeune homme qui a mal à la vie. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? C'est effectivement un jeune homme qui a mal à la vie, qui comme beaucoup de jeunes hommes, d'ailleurs comme beaucoup de personnes dans l'âge moyen, et qui essaie de faire au mieux pour supporter ses acquis et pour aller vers demain. Il se cherche à travers parfois quelques oublis, quelques excès, quelques inconvenances. Jérôme va faire de belles rencontres dans ces rues sombres, des rencontres singulières et épiques. Que diriez-vous de Belle de jour ou de Myosotis ? Je dirais qu'elles ont existé, ou qu'ils ont existé, puisqu'on a un pseudo-transsexuel qui n'est pas opéré et un travesti.
donc respectivement Belle de Jour et Myosotis. Et donc ce sont des personnages que j'ai reconstruits pour le roman, mais qui ont vraiment existé. Voilà, l'un ne se prostitue plus aujourd'hui, et l'autre, à la fin du roman, on apprend ce qui lui arrive. Mais voilà, ce sont des personnages, c'est un hommage, ce sont des personnages en hommage. La spirale autodestructrice dans laquelle plonge petit à petit Jérôme est-elle un appel à l'aide ou une volonté d'oublier son être, de le nier pour pouvoir survivre? À chaque fois qu'on tombe dans l'excès, c'est un appel au secours, ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple le plus caricatural d'un toxicomane, quand on se drogue, on ne veut pas mourir. Sinon, on doublerait la dose, on ferait une overdose et je vous assure que ce serait efficace. Quand on se drogue, l'on veut encore vivre. C'est-à-dire qu'on se tue à petite dose précisément pour se voir mourir parce que l'on vit. Tant qu'on se tue, on est en vie. Et c'est un peu la même chose dans l'histoire de Jérôme. Il côtoie des gens un peu à côté, donc principalement des gens de la nuit, des transsexuels, des travestis, des prostituées, des dealers. Enfin, la collection est assez lourde. Et à chaque fois qu'il rencontre ces gens pour s'autodétruire, ce sont des gens qui vont le tirer vers le haut. Ce sont des gens qui l'aident à monter les barreaux de l'échelle, à chaque fois, au fur et à mesure. Vous décrivez avec des mots justes, sans vernis, des relations sexuelles, des soirées dans des clubs où sexe et drogue sont au menu. A-t-on peur de choquer lorsqu'on écrit si vrai? Si on a peur de choquer, on n'écrit pas. Non seulement on n'écrit pas ça, mais on n'écrit pas. Je pense qu'il n'y a pas d'écrit intéressant sans interpellation. J'ai fait en sorte que toutes les scènes de sexe, effectivement, on les visualise très facilement, mais elles représentent 5% du livre. Sur 164 pages, il y en a 7 pages. Donc elles représentent à peine 5% du livre, mais elles sont tellement faciles à visualiser, tellement parfois violentes, hein, puisqu'il y a aussi des scènes de viol, que l'on peut considérer qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Enfin si, j'ai eu peur de choquer en essayant de faire un maximum, tout ce que j'ai pu, de manière à ce que, malgré cette sexualité crue, il n'y ait pas l'once d'une vulgarité. Comme je le disais, Shuffle est un journal devenu roman où tout y est vrai et rien n'est parfaitement exact. Réécrire sa vie permettra-t-il à Jérôme d'apaiser ses mots? À ce sujet, il écrit « Tenir son journal, c'est un peu devenir le croupier d'une vie qu'on espère gagnante ». Paris gagné? Ça, faudra lui demander à lui. En tant qu'auteur, j'espère avoir fait passer un certain message. Chaque lecteur se fera une suite de l'histoire et une opinion de si Jérôme a ou non réussi à aller là où il voulait aller au début du livre. Voilà, Dialogue littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles lectures à venir et au mois prochain. Kenavo!